vous avez passé un accord Oui. avec Benoît Hamon. 43 circonscriptions réservées aux écologistes. Vous confirmez ce chiffre? Absolument. 43 circonscriptions. Ce ne sont pas forcément des circonscriptions gagnables, attention. Allez, c'est parti. Quand la France a un genou en terre, le seul moyen de se redresser, c'est l'amour sacré de la liberté. J'ai l'impression, je vous le dis comme je le pense, d'assister à un suicide en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 5 de JPP. Je ne suis pas Nelson Palisnirman. Et je ne suis pas Adrien Vicente. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Fillon et de ses conséquences sur la présidentielle en France. On va se demander si la France peut en finir avec les affaires qui émaillent régulièrement sa vie politique. Et ensuite, sur la partie foot, nous allons parler de cette splendide réforme de la FIFA qui consiste en une prochaine Coupe du Monde avec 48 équipes, passer de 32 à 48. Donc voilà, on discutera de si c'est une mauvaise ou une très mauvaise décision. Donc sans plus attendre, passons à la partie politique. Donc François Fillon, le père la morale, qui avait remporté haut la main la primaire de droite sur son image d'homme propre, d'homme honnête, et qui se demandait qui imaginerait le général de Gaulle mis en examen, se retrouve tout à coup accusé par Le Canard enchaîné et Mediapart notamment d'avoir, alors on en a une nouvelle toutes les semaines, voire plusieurs par semaine, mais d'avoir en gros salarié sa femme comme assistante parlementaire pendant des années, alors que sa femme, personne ne l'a jamais vue à l'Assemblée nationale, ni en permanence dans sa circonscription. Donc ça ressemblerait fort à un emploi fictif. Et à ça sont venus s'ajouter, c'est le plat de spaghettis, quoi. On a tiré un truc et tout le reste est venu avec. Et c'est en train de... François Fillon a fait dans les intentions de vote. Extrêmement bon effet sonore. Et donc, encore une affaire qui vient entacher une présidentielle. Est-ce que toi, ça t'a surpris de voir sortir cette affaire à ce moment-là et de voir que Fillon finalement était lui aussi mouillé dans des affaires? Est-ce qu'un homme de droite qui est entaché par une affaire me surprit? Attends, laisse-moi réfléchir. Non, pas du tout. C'est très malhonnête, mais malheureusement c'est très vrai quand même. Je veux dire, quand tu regardes l'ensemble des candidatures à la primaire de droite, bon, il y en a pas beaucoup qui peuvent se dire plus blanc que blanc. Du coup, quand même, on a les trois premiers sont tous les trois dans des affaires. On a celle qu'on connaissait, donc celle de Juppé, pour laquelle disons que c'est le seul qui a au moins été réellement inculpé. Et ensuite Sarkozy qui pas inculpé, condamné Sarkozy qui lui a ensuite traîné un sacré paquet de casseroles derrière lui, on aurait dit un magasin Tefal, et voilà. Donc Fillon maintenant, c'est vrai qu'il avait joué le monsieur propre pendant la campagne, et que là du coup il se retrouve l'arroseur arrosé, quoi, quand même, dans ce truc. Après, moi, ce qui me surprend, c'est à quel point il persiste, quoi. C'est-à-dire vraiment, c'est un complot, on me veut du mal, c'est parce que j'essaye. Alors surtout, ça c'est extraordinaire, le coup de le système veut ma peau. Je sais que c'est un débat qui revient beaucoup. Je l'ai vu, donc c'est discuté beaucoup dans le quotidien. C'était hier soir, j'ai zappé vite fait sur ces polémiques sur France 5, et ils en parlaient aussi de le système. Là, vous aviez quand même ce qui est assez drôle, Besancenot d'un côté et Laurence Parisot de l'autre, qui étaient tous les deux d'accord sur le fait que les mecs, ils se disent tous anti-système, mais ils sont tous, il n'y a pas plus servis par le système que quand même des gens comme Macron, comme Fillon, comme Marine Le Pen, etc. Donc non, je suis absolument pas surpris par ce qui s'est passé. Et puis, moi, pour la droite, normalement, t'es censé dire, dans n'importe quel autre pays,
le candidat, il l'aurait déjà arrêté depuis bien longtemps. Alors, à part les États-Unis, parce qu'on a bien vu que Trump, il pouvait lui arriver n'importe quoi, il est quand même devenu président des États-Unis, mais je pensais pas qu'on s'abaisserait à ce niveau-là, quoi. J'espérais que nous, la grande nation, entre guillemets, on arriverait quand même à s'élever un peu plus. Bah non, et je vois que d'ailleurs, même les médias allemands sont en train de se demander comment la droite française peut encore justifier une telle candidature, plutôt que de passer un plan B qui certes n'aurait pas la dynamique de Fillon, mais qui au moins serait beaucoup plus irréprochable, quoi. Ouais, après le seul pays, enfin j'habite en Espagne dont le président Oui, pardon, c'est vrai. dans le parti au pouvoir traîne dans quand même de nombreuses affaires de corruption. Les Italiens ont Berlusconi, les Roumains sont en train de manifester massivement contre la corruption de leur gouvernement. Donc bon, c'est pas Oui. la France n'est pas un cas unique, et je dirais même que c'est loin d'être le pire cas, hélas. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, par exemple, tu regardes Berlusconi, c'est fini, quoi. Enfin, au bout d'un moment, les Italiens ont dit bon, franchement, cette fois, on en a vraiment marre. L'Espagne, comment dire, effectivement, Rajoy, il est toujours au pouvoir. Néanmoins, t'as quand même eu une perte de dynamisme pour le Partido Popular, notamment qui a perdu des voix face à Ciudadanos à cause de ces affaires-là, justement. Je sais pas. Après, oui, effectivement, hein, il y a de la corruption un peu partout, mais après, c'est peut-être parce que je regarde surtout, si je peux me permettre, je vais un peu chauvin, mais quand je regarde l'Allemagne, quand je vois la raison pour laquelle on a eu un président qui a démissionné en 2012, et ça faisait même pas 2 ans qu'il était au pouvoir, non, alors que normalement un mandat de président fédéral c'est 5 ans, et il a quand même dû démissionner parce qu'on s'est rendu compte notamment que des amis industriels lui avaient prêté des grosses bagnoles, quoi. Ce que Sarkozy a fait dans la période entre être élu et devenir président. C'est-à-dire il s'est fait prêter un gros yacht par Bolloré. Donc en Allemagne on a démissionné pour ça. En France, non, il n'y a pas de souci, on va continuer. Et je me souviens que j'ai fait des études avec des gens de droite avec qui je m'entendais très bien, et à qui on disait mais comment tu peux continuer à voter pour des gens comme Juppé? Et eux ils m'avaient dit ouais mais en même temps ils sont tous comme ça, quoi. Non mais non, mais si on continue à penser ça, évidemment que tu vas te retrouver tout le temps avec les mêmes cons. Je veux dire, aussi bien à gauche qu'à droite, par rapport au PS, aux Républicains, au FN, t'as des alternatives. Si t'es raciste et que, enfin, on va pas dire raciste, hein, on va dire si t'es vraiment extrêmement patriote, t'as qu'à voter pour Debout la France plutôt que voter pour le FN. Si t'es de droite, je sais pas, t'as qu'à voter pour l'UDI ou le MoDem. Si t'es de gauche, nonobstant mon propre camp qui est ELV, t'as le Front de gauche, t'as le parti radical, 9 fois sur 10, ils partent avec le PS, mais t'as énormément de solutions, le NPA, lutte ouvrière, etc. Et donc, nous aussi, ELV, je comprends pas comment on peut continuer à voter pour ces têtes de pipe, quoi. Il y a plusieurs choses. La première, c'est d'abord, ça reste des projets politiques différents, et si on se sent plus proche d'un des projets politiques, il peut aussi y avoir ouais, je sais que c'est des corrompus et tout, mais c'est mes idées, donc je vote quand même pour eux. Et c'est très fort, surtout dans les grands partis, la fidélité électorale, surtout chez un électorat plus âgé, qui est le cœur de l'électorat des Républicains en plus, qui est fidèle, quoi, qui vote sans se poser de questions, pour ses idées, pour sa famille politique, et pour ceux pour qui ils ont toujours voté, quoi. Je dis chez les Républicains, mais c'est évidemment dans une autre mesure, mais c'est vrai aussi chez les communistes, qui ont un électorat hyper fidèle, et d'ailleurs on le retrouve un peu chez Mélenchon, cet électorat qui le suivra quoi qu'il arrive, quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse. C'est clair. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la politique, quoi. En tout cas dans la politique française, la fidélité à un parti, à une famille politique, à ce qu'elle représente, c'est vachement fort pour des partis qui sont déjà installés. Et pour le FN, je pense que c'est tout à fait autre chose. C'est juste le côté je vote pour mettre un pavé dans la mare,
voilà, leurs idées me convainquent, leur projet peut-être pas forcément leur projet de société, mais l'imaginaire qu'ils portent, je me reconnais dedans et je m'en fous complètement des affaires dans lesquelles ils sont mêlés, parce que de toute façon ils sont anti-système et tout le monde essaie de les abattre. Enfin, il y a cette logique-là, quoi. Oui, bien sûr. Non, mais par exemple, regarde le FN, moi, vu qu'on est sur le sujet, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que justement l'argument le pavé dans la mare, quand Marine Le Pen est à 25% dans les sondages, quand tu vois le score du FN aux européennes, c'est plus un pavé dans la mare, c'est un rocher là. C'est plus du tout la même chose. Donc, oser continuer à dire pour ce parti, on est anti-système, et continuer à convaincre les gens de l'idée que si tu votes FN, c'est pour faire chier les dirigeants. Moi, je suis plutôt persuadé que les gens qui votent à l'heure actuelle Front National, c'est parce qu'on leur a donné une image d'eux, et justement, c'est lié pour moi avec les affaires, que de toute façon, t'as que deux choix, soit la gauche social-démocrate, soit la droite conservatrice, chrétienne-démocrate, etc. Que tu n'as pas d'autre solution. Et du coup, je veux dire, c'est pour ça que tu commences à voir émerger un vote Front National qui va vraiment dans l'idée de, ils vont peut-être même gagner, et que c'est pas juste pour faire réagir les dirigeants politiques actuels, c'est carrément de dire, on va tester ce que ça donne le Front National. Sauf que le Front National... Non, le côté, on n'a jamais essayé. Oui, voilà, sauf que le Front National, on est en train de le tester. Depuis 2014, on le teste, et justement, il y a Marine Tondelier qui est élue d'opposition à Hénin Beaumont pour les écologistes, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Des nouvelles du front, et qui parle de ce sujet. J'ai pas encore pu le lire, mais j'ai pu voir justement depuis 2014 tout ce qui lui est arrivé en tant que conseiller municipal. Bon, le Front National, c'est un parti antidémocratique, soyons très clairs là-dessus. Il ne laisse clairement pas l'opposition s'exprimer, il les ridiculise en place publique, ils font tout pour les diminuer, ils refusent de financer les associations qui ne sont pas à 100% d'accord avec eux, même quand c'est des associations jugées d'intérêt public, c'est quand même extrêmement grave. Et puis, j'avais fait un débat à Sciences Po contre un jeune du FN qui disait, nous, on est pour la pluralité dans les médias. Je lui dis, non mais tu te fous de moi, c'est pas possible de dire ça quand derrière t'as les maires FN qui refusent que dans les bibliothèques t'aies accès à Libé et au Figaro parce que c'est des journaux de droite et de gauche. Au bout d'un moment, dans des mairies de gauche, t'as le Figaro, et dans des mairies de droite, t'as Libé. C'est tout à fait normal, c'est des choses qui doivent exister. Moi, par exemple, ça me fait chier que dans les marchands de journaux, t'aies Valeurs Actuelles, mais voilà, t'as Valeurs Actuelles au bout d'un moment parce que y a des gens qui le lisent, et c'est normal que tu puisses y avoir accès. Mais j'ai vraiment du mal à comprendre que derrière ça, tu n'aies pas certains médias, et quand je dis certains, je cible notamment TF1, le JT de 20h de France 2, BFM TV, etc. Et ITélé maintenant, étant donné que c'est juste Bolloré News, qu'il n'y ait pas plus d'attention sur dire, quand même, regardez ce que fait le FN depuis 2014. Vous ne pouvez pas dire que on n'a pas testé. On est en train de tester, et c'est une catastrophe ce qui est en train de se passer. Et c'est une catastrophe pour les communes en question, et aussi pour les plus pauvres, parce que les mecs derrière ils te disent on va pas accueillir des réfugiés, on va plutôt aider nos SDF. Nos SDF, ils les aident pas du tout. Au contraire, ils les jettent dehors, et justement ils coupent ensuite les vivres au secours populaire. Donc il faut arrêter les conneries, quoi. Et pourtant, ils sont populaires. Ils sont populaires, y compris dans les mairies, y compris dans leurs fiefs électoraux. À Hénin-Beaumont, Briouat est populaire, à Béziers, Ménard est populaire. Je parle de deux exemples que je connais le mieux, mais c'est un fait, quoi. Ces pratiques, c'est vrai, ces pratiques antidémocratiques, elles existent, mais il n'empêche que les maires sont populaires. Les maires sont populaires auprès de leur électorat parce que ça leur parle, quoi. Et je pense que c'est très difficile c'est très difficile pour nous quand on n'est pas dans dans ce monde-là, quand on ne vit pas ça, quand on ne le voit pas,
de comprendre de comprendre cette façon de penser, de comprendre le ressenti des électeurs du FN, des endroits où on vote FN. Mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas, et c'est pas pour autant que c'est pas extrêmement fort. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Trump. Ça a autant choqué parce que les journalistes qui couvraient ça et les gens éduqués entre guillemets, enfin les gens diplômés ne vivent pas dans ce monde-là et ne l'ont pas vu venir. Clairement, ils ne l'ont pas vu venir parce que c'était pas dans leur milieu social. Et pourtant, malgré les affaires, malgré toutes les casseroles dégueulasses qu'ils traînent, je parle de Trump, je parle du FN, enfin, je parle de... Oui, c'est la même chose au final. De ces courants de droite populiste, entre guillemets. Mmh. Et malgré ça, ils sont populaires parce qu'ils réussissent à parler à une partie de la société, qui est laissée pour compte, qui a beaucoup perdu économiquement ces 10, 20, 30 dernières années. Et ça, les affaires, les affaires n'ont aucun effet sur ces gens-là qui soit sont dégoûtés de la politique, parce qu'il y a les électeurs du FN dans ces zones-là, dans ces milieux-là, il y a le vote FN, et il y a aussi l'abstention massive de gens qui ne croient absolument plus, et les affaires qui, peu importe qui ça touche, y compris le FN, ça ne fait que servir, ça ne fait que renforcer la base, ce sentiment-là, quoi. Mais enfin, si tu veux, on avait eu une discussion lors des journées d'été des écologistes en 2013 à Marseille, où on avait invité Enzo Pultregnez qui avait écrit avec Erwan Lecoeur un livre sur le Front National, et où il y avait la question, et où il parlait en général du populisme aussi, du populisme de droite mais aussi de gauche. Et qu'il y avait la question déjà, est-ce qu'on n'a pas déjà eu un président populiste dans la personne de Nicolas Sarkozy? Et c'est vrai que je pense que Sarkozy a ouvert une brèche de ce qu'on appelle aujourd'hui le post-factuel. C'est-à-dire que les Républicains, ils font ça depuis longtemps, mais là, je pense que des gens comme Trump et Marine Le Pen ont réussi à l'idéaliser et à en faire pour eux un cas d'étude parfait. C'est-à-dire que maintenant, même la vérité ne compte plus. C'est-à-dire que tu vas mettre les gens en face de voilà ce qui s'est réellement passé, et eux ils vont fermer, ils vont plus écouter, et ils vont dire non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Justement, ce qui est marrant, c'est que hier soir, il y avait l'émission de John Oliver, Last Week Tonight, qui a repris, et le premier sujet c'était donc sur Trump contre la réalité. Et il disait, d'habitude on fait des sujets très poussés sur des sujets qui ennuient la plupart des gens. Le problème c'est que maintenant il faut qu'on redéfinisse le concept de réalité. Tellement avec Trump on est allé au-delà de tout. Le mec il dit quand même qu'il n'y a jamais eu autant de monde à une inauguration de toute l'histoire. Et il a même remis en cause le fait qu'il ait plu à son inauguration, ce qui est quand même complètement barjot. Et je me suis dit, mais au final on a beaucoup de gens qui font ça, et là je sais que ça va énerver beaucoup de gens, enfin s'il y avait beaucoup de gens qui nous écoutaient, mais ça va énerver beaucoup de gens que je dise ça, mais là je vais mettre malheureusement Mélenchon et Marine Le Pen sur le même pied d'égalité. Ils n'hésitent pas à utiliser ce qu'on appelle donc le post-factuel pour engranger des voix. Quand tu vois que Mélenchon, les soutiens de Mélenchon sur leur site, il y a quand même un comparatif entre le programme de Jadot et de Mélenchon, et qu'il est bourré de mensonges en disant que par exemple les écologistes ne sont pas pour la 6ème République, qu'on n'est pas contre la loi El Khomri. Enfin, t'as tout un tas de trucs comme ça où t'es là, mais d'où vous justifiez ces conneries? Et parfois tu voyais même qu'ils formulaient le truc pour que la réponse soit forcément non. Par exemple c'était Yannick Jadot est-il favorable à un référendum pour une 6ème République? Non, Yannick Jadot il est favorable à directement faire une constituante et puis on n'en parle plus.
plutôt que de faire un référendum. Est-ce qu'on fait une constituante? Non, bon, tant pis. Non, c'est directement, on va faire une constituante. Les gens vont élire leur candidat. Donc, moi, ça m'a profondément choqué de me dire que des gens dont pas mal d'idées sont quand même très proches des nôtres, même s'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, les relations internationales étant le plus gros point à ce niveau-là, mais des gens sur lesquels on est d'accord sur les droits sociaux, sur pas mal de questions environnementales, etc., viennent tout simplement nous casser du sucre sur le dos en mentant ouvertement sur ce que nous on avance, plutôt que de vouloir faire une comparaison intelligente. Et je me dis, en fait, ce post-factuel est en train d'infecter la gauche aussi, et moi ça me fait très très peur, et j'ai l'impression qu'on est en train d'aller droit devant la campagne la plus dégueulasse au niveau des présidentielles qu'on ait jamais vue en France, et que en fait, comme d'habitude, on va s'intéresser au modèle américain et qu'on va faire les mêmes merdes que font les Américains, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pourrais parler des heures sur le post-factuel, mais on va peut-être se recentrer sur les affaires, parce que sinon on en aura absolument pas parlé. On fera un épisode spécial post-factuel, je pense. C'est mon idée. Si on parle pas si on dit qu'on va parler des affaires et qu'on le fait pas, c'est François Fillon qui sera content, si jamais il écoute notre émission. Oui, pardon François, on va tout de suite reparler des 15 000 casseroles que tu as. Voilà, pour qu'il puisse nous dire qu'on est comme le reste des médias, qu'on le poursuit, que c'est une campagne calomnieuse contre lui, scandaleuse. Ah non, mais soyons très honnêtes, entre nous deux, toi le journaliste et moi le politique, moi ça m'arrange énormément qu'il ait toutes ces casseroles. Toi, tes collègues ne font que le rapporter, quoi, c'est tout. C'est pas pareil. Moi ça m'arrange, toi c'est juste que... Ça, c'est le côté hyper cynique du métier de journaliste, c'est qu'une campagne avec des affaires dégueulasses, avec des gens qui s'insultent et avec des mensonges à tour de bras, c'est vachement plus marrant à couvrir qu'une campagne chiante oui. qui se passe rien. C'est pour ça que les campagnes à l'allemande, ça intéresse pas trop les médias français, parce que les mecs ils sont courtois. Il y avait même l'émission satirique de la chaîne publique allemande qui, lors du tout premier débat présidentiel en 2009 entre Steinmeier et Merkel, donc Steinmeier qui vient de devenir président en plus, qui vient d'être élu président, pardon, qui avait dit c'est extrêmement chiant comme débat, qu'est-ce qu'on s'est emmerdé, parce qu'ils ont été extrêmement courtois, quoi, qu'ils ne sont pas coupés la parole ni rien. Donc je me dis putain, mais t'as un débat comme ça en France, les médias ils se tirent une balle, quoi, ils se disent putain mais qu'est-ce qu'on s'emmerde. C'est pas possible. Déjà qu'ils avaient très peur du débat Juppé-Fillon en se disant putain, qu'est-ce qu'on va s'emmerder. Au final, on s'est pas tant fait chier que ça. Les deux sont aussi enivrants qu'un verre d'eau tiède. Néanmoins, vu qu'ils étaient vu qu'ils ont pas mal d'affaires au cul et qu'ils ont dit pas mal de conneries, du coup, c'était pas si intéressant que ça. Mais c'est vrai que. C'est vrai que les élections allemandes, c'est forcément moins passionnant pour tout un tas de raisons. L'élection est déjà beaucoup moins personnalisée. Demande à n'importe quel Français dans la rue qui se présente aux élections allemandes, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui puissent dire quelqu'un d'autre que Merkel. Non, mais personne, même mes propres élèves savent pas qui c'est qu'il y a d'autre. et moi-même, je sais que c'est Martin Schulz, mais c'est tout. Merci, encore. Je crois que l'AfD est menée par une nana qui s'appelle Frauke Petry, mais j'en suis même pas sûr. Oui, alors malheureusement t'as pas de la chance parce que ils ont décidé de ne pas avoir de candidat à la chancellerie. Pour une fois, du coup, pour une fois, oui, la dernière fois ils en avaient un. La dernière fois ils pouvaient pas avoir de candidat mais ils n'existaient pas. Si, ils existaient, mais ils en avaient un, mais qui depuis a été bouté de son propre parti, ça vous rappelle quelqu'un. Oui, non, voilà. Mais bien joué quand même sur le fait que tu connaisses Frauke Petry. Je ne demanderai pas les candidats écologistes, c'est pas très... Non, je ne sais absolument pas qui c'est. Les Verts allemands se sont arrêtés à Joschka Fischer. C'est Cem Özdemir et Katrin Göring-Eckardt qui sont les deux candidats tête de liste, mais c'est normal de ne pas les connaître. Disons que c'est vrai que moi j'aimerais bien qu'au moins les médias français soient capables de citer les deux candidats qui peuvent potentiellement réellement devenir chanceliers, c'est-à-dire donc Merkel et Martin Schulz, mais c'est vrai que même à ce niveau-là, alors qu'en ce moment en Allemagne il y a une Schulzmania quand même. C'est pour vous dire à quel point en Allemagne on n'a pas besoin de beaucoup pour s'exciter. C'est que même Martin Schulz, on est là, wouh, il est trop excitant.
c'est pas une blague, il a quand même réussi depuis qu'il est nommé à faire gagner 14 points dans les sondages au SPD. Ouais, mais si j'ai bien compris, son prédécesseur Sigmar Gabriel était particulièrement impopulaire. Oui, il était très impopulaire. Disons qu'il était comparable à Martine Aubry, qui un temps a été quand même très froide dans les médias et qui était assez grande gueule. Et Gabriel, lui, c'est ça, mais à son paroxysme, quoi. Donc du coup, ça donne pas trop envie. Et c'est vrai que même les médias allemands sont là, putain, mais quel connard tu l'as. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Et le SPD, il y a il y a un peu moins d'un an, était à 19% dans les sondages, qui était son pire sondage de tous les temps. Et là, ils viennent de passer la barre des 30. Donc bon, il y a clairement une Schulzmania. Bref, mais oui, tout ça pour revenir aux affaires, c'est vrai que t'as raison, en France, effectivement, quand tu vois les soutiens de Fillon, à quel point ils sont à fond, et à quel point ils sont dans l'idée de c'est un complot contre Fillon, c'est quand même fou, quoi. Je me dis que quand Fillon a présenté ses excuses, c'était pas de vraies excuses. Il n'a pas avoué réellement ce qu'il a fait. Il a dit... C'était un discours, je l'ai entendu en direct, ce discours, c'était un discours hyper offensif. Oui, mais il y avait un journaliste suédois qui a écrit un article dans un courrier international, et qui a dit « Mais putain, mais les journalistes français, vous venez de vous faire engueuler, quoi. Vous vous rendez pas compte de... Enfin, vous avez pas le droit de vous faire traiter comme ça, les gars. Mais il faut se rebeller, il faut lui répondre. En Suède, le mec, il oserait parler comme ça, le lendemain, il serait plus en politique, quoi. Ça a été extrêmement surprenant et choquant, quoi. Ouais. Ce qui est... mais oui, bien sûr, enfin... J'exagérais quand je disais une campagne où tout le monde s'insulte, c'est vachement plus sympa à couvrir, même si en fait non, j'exagère dans les mots, mais en vrai c'est réel, quoi. Oui, bien sûr. Et pour le coup, la présidentielle française, la présidentielle américaine évidemment, c'est au-delà de tout, mais la présidentielle française est beaucoup plus, d'un point de vue journalistique, beaucoup plus intéressante à raconter, parce que d'abord elle est par principe très personnalisée, que c'est des personnes qui sont candidates et pas des partis, donc on peut parler de la personnalité des candidats, de qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont dit, comment ils ont réagi dans tel débat, ça personnalise beaucoup plus, ce qui fait qu'on parle moins de fond, en tout cas on parle moins des débats de fond, même si bon, évidemment c'est pas totalement évacué, loin de là. C'est très personnalisé, il y a des rebondissements. Enfin, cette présidentielle, pour n'importe quel, je me mets dans la peau d'un journaliste étranger dont on ne sait pas le pays. Cette présidentielle est passionnante. Tu as le président sortant qui ne se représente pas, ce qui n'était jamais arrivé. Enfin, le seul qui s'était pas représenté, c'était Pompidou parce qu'il est mort. C'est dire le président sortant qui se représente pas, les trois partis qui organisent des primaires qui sont censés être taillés pour réélire leur chef de parti élisent tous les trois un outsider élisent tous les trois un outsider que personne n'attendait. Oui, clairement. On se retrouve avec on a la menace de l'extrême droite qui est toujours qui pour un œil extérieur et même pour un œil interne est toujours passionnante dans le mauvais sens du terme, mais qui passionne parce qu'on se demande putain est-ce qu'ils vont vraiment réussir, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Des personnalités qui réussissent à créer leur mouvement quasiment de rien et à se propulser parmi les favoris. Je pense à Macron, mais même Mélenchon, c'est un peu ça qu'il a fait, même s'il a repris beaucoup de ce qu'était le Front de gauche et du parti de gauche, mais il a quand même créé un mouvement qu'il veut présenter comme hors parti, et il y a plein de gens qui militent dans la France Insoumise qui sont sincèrement convaincus qui sont hors parti, que ce qu'ils font c'est totalement nouveau. Et idem pour les militants de Macron. Il y a plein de gens qui étaient des jeunes abstentionnistes un peu dépolitisés, qui ne croyaient plus à la politique et qui vraiment se sont retrouvés tout à coup passionnés par la politique grâce à Macron. Mais justement, c'est ce que je me demande du coup, c'est par rapport à la discussion qu'on vient juste d'avoir du coup, de dire que les gens ils vont quand même rester dans leur camp. Est-ce que Hamon, Fillon et Macron, et je vais inclure Jadot,
sont pas un peu la preuve que, au final, les gens n'ont pas envie de voir tout le temps les mêmes tronches, ont envie un peu de changement, parce que on nous annonce Sarko, Juppé, c'est Fillon, on nous annonce Duflot sur un plateau d'argent, elle est même pas au second tour. On nous annonce Hollande qui va se représenter, finalement c'est Hamon qui élimine Montebourg dès le premier tour et qui met une grosse branlée à Valls. Macron qui fait un peu ce qu'il veut et surtout qui joue sur le fait de moi ça fait à peine 2 ans que je fais de la politique, plus j'ai que 39 ans, et entre guillemets, que même Hamon il joue la carte jeune, le mec il a 49 ans quoi, faut pas déconner. Bon après c'est vrai qu'il a toujours une tête, on dirait que il vient à peine d'avoir 30 ans, mais je sais pas, c'est quand on est président à vie des jeunes socialistes, c'est voilà, c'est ça. Mais c'est un peu président des jeunes socialistes et depuis le mouvement est totalement acquis à sa cause. Ah oui, non mais clairement, je veux dire, j'ai discuté avec un pote qui est à l'UNEF et qui est plutôt dans le mouvement, il faut peut-être qu'on arrête de faire tout comme le PS, et qui me disait ouais mais moi j'en ai marre, je dis que des militants individuellement de l'UNEF soutiennent Hamon, ok, sauf que c'est quand même les 3/4 de l'UNEF qui, quasi officiellement, dès les primaires, ont soutenu Hamon, quoi. Donc effectivement, on est là-dedans. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un peu antinomique de dire que d'un côté, mais malheureusement c'est la logique dans laquelle on vit, hein, d'un côté les gens ne veulent pas se séparer de leur camp politique, mais d'un autre, ils veulent pas les mêmes têtes. Et t'as même Collard qui dit il faudra en 2022 une primaire de l'extrême droite. T'es là, mais putain, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Oui, enfin bon, je pense que là, pour le coup, Collard n'engage que lui-même. Hein. Oui, non, clairement. Non, mais je veux dire que quelqu'un ose dire ça au FN, c'est quand même chaud, quoi. Ouais. Alors là, pour le coup, même moi, je me désolidarise de Collard. Voilà, pour la première fois de ma vie, je parle au nom du FN et je me désolidarise de ce que vient de dire Collard. Le FN ne fera jamais ça, ce n'est pas possible. Bon ouais, voilà, je voulais un peu ton avis là-dessus, parce que comment toi tu vois ça, le fait que on a 2 trucs qui ne devraient pas aller ensemble, qui vont ensemble dans cette présidentielle qui est en train d'être la plus folle qu'on ait jamais vue, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un vrai mouvement de fond dans la société française d'exaspération énorme vis-à-vis de la politique en général et des politiques en général. Ce qui fait que toutes les primaires ont vu les chefs de parti se faire battre à plat de couture. Et que, après, oui, d'un autre côté, on a quand même... on a l'électorat âgé qui continue, par fidélité à son camp, à voter pour les mêmes candidats, en tout cas à voter pour le candidat de son parti, limite sans regarder, quoi. Parce que c'est leur famille politique et que même si c'est moins bien que De Gaulle ou même si c'est moins bien que Georges Marchais, c'est toujours notre famille politique et on vote pour eux et on se pose pas de questions. Il y a tout ça et tout n'est pas explicable par un seul facteur, mais je pense que pour le coup le mouvement d'exaspération des Français vis-à-vis de la politique, c'est un mouvement qui est extrêmement fort et qui est potentiellement explosif, mais d'une façon qu'on peut difficilement imaginer. Il y a de quoi flipper. Voilà, je vous laisse avec ce message d'optimisme. Non, mais vraiment, pour le coup, cette présidentielle me fait très peur dans ce sens-là. Les gens sont exaspérés de la politique et peuvent tout à fait faire n'importe quoi. Quand je dis faire n'importe quoi, c'est faire élire Le Pen. Oui, oui. Soyons clairs. Voilà, ça me fait très peur parce que je sens que c'est tout à fait possible. Comme pour Trump, quand Michael Moore avait écrit son article visionnaire en disant pourquoi Trump va gagner, il disait un truc qui était assez juste, c'était les gens vont voter Trump parce qu'ils peuvent le faire. Ouais. Et que y a le côté je vais le faire, fuck, je vais faire un doigt à tout le monde et je vais voter Trump parce que dans le secret de l'isoloir, et moi je pourrais faire ce petit doigt d'honneur à la société. Mais moi le dernier truc que je voudrais mentionner sur ce sujet-là quand même,
Parce qu'au final, c'est vrai qu'on a parlé des affaires et plus de la présidentielle en tant que telle que des affaires. Oui, il y a un dernier truc que je voudrais exprimer sur ce sujet quand même, c'est que on a eu, et quand je dis on, c'est la gauche, hein, on a eu une attitude vis-à-vis des électeurs du FN qui était de soit dire il faut comprendre les électeurs du FN, mais vraiment de façon très condescendante, ou alors non mais il faut que les gens comprennent que si tu votes FN, t'es un raciste. Je pense que les deux sont au final très condescendants et qu'il faut qu'on ait une attitude un peu différente et d'arrêter de prendre les gens pour des benets et surtout d'arrêter de leur parler comme si comme des gros intellos qui parleraient au cancre de la classe. On a une responsabilité en tant que personnes qui font de la politique de s'adresser à tout le monde. Et qu'il faut comprendre que si les gens ils ont pas de travail, c'est pas parce que ils sont pas diplômés ou quoi que ce soit, que si t'es pas diplômé, ça veut pas dire que t'es bête, que voilà, il va falloir commencer à faire enfin la part des choses, de discuter avec tout le monde, de voir ce que les gens ont réellement à dire, ce qu'ils ressentent, et que on peut plus faire comme si ça n'existait pas, et qu'à chaque fois, à chaque élection, je reste persuadé que Marine Le Pen ne gagnera pas en 2017. C'est possible, mais pour l'instant, j'en reste persuadé qu'elle ne gagnera pas. Néanmoins, on va arrêter de serrer les fesses à chaque fois, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir enfin adresser ces gens-là, et justement adresser ces gens qui préfèrent se tourner vers des populistes, qui vont leur raconter des bobards, que justement vers une gauche ou une droite républicaine qui va les prendre pour des jambons, leur annoncer des trucs, et puis ne jamais les faire. Il faut au bout d'un moment qu'on soit capable de, entre guillemets, redonner de l'espoir, d'annoncer les choses aux gens, de vraiment leur parler et d'aller vraiment chercher, de discuter avec les électeurs en dehors des élections. Moi, c'est ce qui m'emmerde à chaque fois, c'est que à chaque fois que je fais une campagne électorale, je me rends bien compte que j'ai pas pu vraiment avoir de dialogue avec les électeurs entre deux élections, tout simplement parce que mon parti n'a pas créé les conditions pour qu'on puisse le faire. Et je le vois que en fait, c'est pas que mon parti, c'est tous les partis qui font ça. Et je préférerais que on prenne 5 minutes. Par exemple, en 2016, il y avait 0 élection. On aurait pu prendre le temps d'aller voir les gens, de discuter avec eux, etc. Mais personne n'a voulu s'organiser là-dessus. J'en suis aussi responsable. J'ai eu des responsabilités, j'en ai encore au sein de mon parti. Mais il va falloir qu'on réfléchisse à comment on fait de la politique et ce qu'on peut modifier, plutôt que de toujours dire il faut absolument arrêter le FN et faire comprendre aux gens, ça aussi ça m'énerve, le faire comprendre aux gens que le FN n'est pas la solution. Non, il faut discuter avec les gens et leur proposer des réelles solutions, plutôt que de dire non mais vous inquiétez pas, ça va avoir effet, c'est juste que vous n'avez pas encore compris, quoi. Ouais, je pourrais pas être plus d'accord. Après, comme je disais quand je parlais de l'extrême défiance des gens vis-à-vis de la politique, c'est quelque chose qui va être très difficile, quoi. Parce que si aujourd'hui tu es encarté PS ou les Républicains ou ELV ou enfin ces trois-là essentiellement, ou centristes, enfin les partis de gouvernement avec beaucoup de guillemets. Aujourd'hui, tu fais ça, tu vas à Hayange, tu vas dans la Lorraine, dans la Lorraine désindustrialisée, tu vas dans le Pas-de-Calais, faut pas t'attendre à ce que les gens te reçoivent avec des roses, quoi. Clairement, le divorce est tellement profond et le dégoût est tellement enraciné que ça va pas se faire en quelques mois, quoi. Après, oui, clairement, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Il faut arrêter comment dit-on ? Ça, c'est très dur quand on milite à gauche, je le sais. Il faut arrêter les postures morales, les campagnes en mode Hillary Clinton, quoi. C'est être raciste, c'est pas bien. Bouh, c'est pas bien ce qu'il a dit, c'est sexiste. Ça ne marche pas et c'est totalement contre-productif, même si on a raison. Surtout si on a raison, parce que ce que passer pour un défenseur du politiquement correct passer pour un défenseur du politiquement correct qui vient censurer les braves gens, qui ne font que dire ce qu'ils ont dans la tête,
eh ben c'est totalement contre-productif. Et c'est très dur à avaler. C'est très dur à avaler quand on est sincèrement antiraciste, quand on est sincèrement féministe. Mais il faut comprendre que ces discours ne marchent pas avec les gens, avec plein de gens, et que ces discours parfois peuvent même les pousser dans les bras des gens qui se disent oui, on est anti-système, on dénonce le politiquement correct, on dénonce la pensée unique, la bien-pensance, gna gna gna. C'est con, hein, mais quand ils disent ça, ils le disent parce que ça marche, parce que ça parle aux gens. Ouais, clairement. Ouais. Bon, bref, on va parler de trucs plus joyeux, hein, on va parler de foot. I would like to talk to you about the sausage principle. The theory that says if you love something, never find out how it was made. Well, tonight, I would like to show you my sausage. Wait. This is my sausage. The 2014 FIFA World Cup. Oh my God! Donc, après cette conclusion joyeuse, cette peinture du paysage politique français si joyeuse et si pleine d'espoir, on va passer au foot. On va passer à nos sympathiques copains de la FIFA. Ouais. Notre cher ami Gianni Infantino, C'est lui son nom à chaque fois. qui donc nous a annoncé il y a quelques semaines que la Coupe du Monde allait passer à 48 équipes au lieu de 32 actuellement, à partir de 2026, c'est ça ? Ouais, 2026. Ouais. À partir de 2026. Après la Coupe du Monde en Russie, après la Coupe du Monde au Qatar, la FIFA nous gratifie encore une fois d'une décision des plus intéressantes. Je sais pas par quoi commencer. Tu veux commencer peut-être ? Oui, enfin, je peux te dire quelques mots là-dessus. Je suis totalement pour, effectivement, enfin, pas pour la Coupe du Monde à 48, attention. Je suis totalement pour le fait d'intégrer plus de pays, de continents différents, etc. Parce que c'est vrai que pour l'instant, la Coupe du Monde est quand même essentiellement européano et latino-américano centrée. Nord-américain, c'est dur parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tant de pays que ça en Amérique du Nord. Ouais, le Mexique, quoi. Le Mexique qui. Ouais, voilà, il y a le Mexique. Après, de toute façon, déjà rien que leur propre système, ils devraient le réformer parce que le Canada, qui n'a pas fait une Coupe du Monde depuis des années, est automatiquement qualifié au deuxième tour de leur qualif. Donc, bon, c'est du grand n'importe quoi. Mais voilà, par exemple, voilà, l'Afrique, l'Asie et l'Océanie, qui techniquement n'a toujours pas un vrai participant. C'est juste que l'Australie s'est émissée dans la fédération asiatique. C'est effectivement là de ce côté-là, il faut avoir plus de pays venant de ces continents-là. Néanmoins, passer de 32 à 48, c'est quand même un changement énorme. C'est-à-dire, c'est 50% de plus de pays, quoi. Et puis 48, c'est quand même énorme. Si tu faisais un euro à 48, il y aurait quasiment aucun pays qui ne participerait pas à l'euro, pour donner un exemple. Ouais, deux ou trois, je crois qu'il y a 50 ou 50. Je crois qu'il y a 50 nations qui font l'euro qui sont dans l'UEFA. En clair, on n'aurait pas Saint-Marin et Gibraltar. Voilà, et Gibraltar, voilà, c'est tout. Tout le monde y serait, sinon Andorre, tout le monde, toute la ribambelle, Chypre, voilà, tout le monde. Et voilà, et là j'ai quand même cité le continent qui a le plus de pays affiliés à la FIFA. L'Afrique ? De quoi ? C'est pas l'Afrique ? Je crois que l'Afrique a plus de pays que. Il y a plus de pays en Europe qu'en Afrique géographiquement déjà. Ah, je crois pas. Ah bon ? Ah, je crois. Enfin. Info à vérifier. Je fais confiance à mon esprit de geography nerd. Mais moi aussi, je crois qu'il y a plus de pays en Afrique qu'en Europe. Ok, bon, j'ai peut-être dit une connerie que je vais vérifier tout de suite. Mais du coup, il faut s'ouvrir effectivement. Sauf que là, c'est du grand n'importe quoi. Il vaut mieux commencer en élargissement lentement. Par exemple, on va dire, il faudrait par exemple avoir, à la limite 40 pays. Comme ça, tu t'assures d'avoir au moins un participant d'Océanie, parce que c'est pas normal quand même.
d'avoir plus de participants africains. Je pense que le nombre de pays européens, on peut rester à celui auquel on est. Il y a 54 pays en Afrique. Je vais vérifier combien il y en a en Europe. Et du coup, voilà, c'est un peu bizarre, voilà, d'avoir voulu vraiment faire exploser ce nombre. Et on sait clairement pourquoi c'est parce que les dirigeants actuels de la FIFA sont essentiellement élus grâce aux petits pays qui ont quand même autant de voix que les grandes nations du football. Et quand je dis grandes nations, je ne pense pas que à ceux qui ont du pognon. Je pense en général à ceux voilà qui à l'Uruguay, quoi, clairement. Voilà, par exemple, clairement à l'Uruguay. Voilà, je pense un peu. Effectivement, il y a 48 pays en Europe et 54 en Afrique. Bravo. Non, pardon, 51 pays en Europe et 54 en Afrique. Donc bravo, Adrien. Je me suis trompé à quelques pays près. Je crois que je m'étais planté à une question pour un champion à cause de ça, et c'est pour ça que je le sais. Ah voilà, donc traumatisme en fait. Non, et voilà, non. Bon, du coup, ça justifie effectivement le fait qu'il faut beaucoup plus de participants africains. Quand tu vois déjà que l'Égypte, qui est je sais pas combien de fois champion d'Afrique des Nations, n'y est jamais. Enfin, n'y est jamais. Il n'y a pas été depuis longtemps. C'est quand même très surprenant que du Maghreb, ça fait 2 coupes du monde que t'as l'Algérie, mais après c'est quand même rare. C'était rare que t'aies un participant du Maghreb, etc. Donc c'est vrai que ça manque clairement, mais là ça va partir en cacahuète, et surtout j'ai peur que ils élargissent, que t'aies encore plus de pays américains et européens. Et que ils t'en rajoutent quelques-uns parce qu'il faut bien les rajouter, parce que la Chine a plein de pognon et l'Inde aussi à la limite, mais qu'après c'est encore l'Afrique qui va se faire léser, et que les autres pays asiatiques et l'Océanie, merci, on va vous mettre un participant, mais 1 sur 48, ça fait pas beaucoup quand même pour la pauvre zone océanique, qui a plus de pays que ce qu'on croit, étant donné qu'il y a tous les pays du Pacifique, quoi. Ouais, après, pour l'Océanie, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, étant donné que l'Australie, même l'Australie s'est dit, fuck l'Océanie, et on va jouer avec une vraie confédération, avec la confédération. L'Océanie, systématiquement, c'est la Nouvelle-Zélande qui va jouer un barrage, et puis voilà, quoi. Ou alors, en extrême, dans des cas extrêmes, voilà, si t'as un tout petit pays, genre Tahiti, ou les Tonga, ou les Fidji, qui réussit à battre la Nouvelle-Zélande en finale. Tahiti s'était pris quand même de monstrueuses branlées à la Coupe des Confédérations. Hein. Voilà, c'est à ça que je voulais venir. Maghreb Maharav va y arriver. C'est-à-dire que si tu as une place qualificative automatique pour l'Océanie, pour la Coupe du Monde, si tu as un pays comme ça, un tout petit pays qui bat la Nouvelle-Zélande et qui participe à la Coupe du Monde, c'est triste pour eux, mais si c'est pour se prendre 3-10-0 et rentrer chez eux, c'est pas vraiment faire honneur au football que de leur proposer ça, quoi. Enfin, je comprends qu'on leur propose qu'une demi-place, et je vois difficilement comment on pourrait faire autrement. Pour moi, le système actuel avec un barrage me paraît à peu près juste. Ou alors, si on leur donne une place complète, d'accord, mais on réintègre l'Australie. Dans ce cas-là, oui. On aura de la vraie compétition. En tout cas, on aura moins de chances d'avoir un tout petit pays qui a clairement pas le niveau pour jouer une Coupe du Monde, même à 48. Alors je regarde du coup, parce que tant qu'on y est, je regardais le nombre de pays qu'il y a en Océanie qui sont considérés comme faisant partie du continent entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un continent, qui est l'Océanie. Et ensuite du coup je me suis dit non, mais il manque tous ceux qui sont dans la Confédération, donc qui ne sont pas vraiment en Océanie, mais les Tahiti, les Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc c'est bon, je les ai trouvés. Donc on a Fidji, île Cook, île Salomon, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa américaine, Tahiti et la Polynésie française, le Tonga et le Vanuatu, plus 3 pays qui ne sont pas reconnus par la FIFA, Kiribati, Niue et Tuvalu. Qui eux participent du coup apparemment à la fédération en tant que telle. Et c'est vrai que l'Australie, elle fait partie de la Confédération asiatique. Non, mais enfin, je me dis que quand même, lorsque la Nouvelle-Zélande était venue à la Coupe du Monde en 2010, ils avaient quand même été pas mauvais. Je les ai trouvés. Oui, c'est la seule équipe invaincue du tournoi. Ouais, d'ailleurs, qui s'est fait éliminer le premier tour, mais qui avait fait match nul, notamment contre l'Italie quand même. Championne du monde en titre, qui du coup les a poussés vers la sortie.
Donc je me dis, c'est quand même intéressant. Et puis bon, c'est vrai que culturellement, on a vu notamment avec l'arrivée de l'Islande à l'Euro que bon c'est vrai qu'on ignorait un petit peu l'Islande tout ce temps, et puis là ils étaient à l'Euro, c'était intéressant. C'est pas pour ça que je trouve que le système de meilleur troisième est une bonne idée. Je trouve que c'est toujours aussi pourri. # le Portugal ne mérite pas son titre de champion d'Europe. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Mais voilà, par contre, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Je me dis que peut-être on pourrait dire pour tous ceux qui se sont classés entre telle et telle place de leur zone, bon les gars, on vous fait faire un petit tournoi préliminaire dans le pays organisateur. Et ensuite, tous ces pays-là, on les rajoute à la compétition ensuite, plutôt que de faire directement une Coupe du Monde à 48, parce que tu vas te retrouver avec une Coupe du Monde à 48. Tu auras par exemple donc un pays, on va prendre un gros pays de football, on va prendre le Brésil, comme ça on pourra dire que je suis clairement neutre. On va prendre le Brésil. Le Brésil, ils vont se retrouver dans leur poule. Je suis pour l'Argentine et je récuse cet exemple. D'accord, bon alors un gros pays du football autre que l'Allemagne, l'Argentine et le Brésil. On va prendre l'Espagne, voilà. Donc tu vas mettre dans une poule l'Espagne. Ensuite ils vont se retrouver, vu qu'il faut tous les pays du monde, ils auront dans leur poule du coup la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils auront ensuite le Canada, qui est aussi un pays magnifique de football, rien contre le football canadien, mais c'est pas un football extraordinaire quoi. Le foot féminin. Oui, en foot féminin, oui. Leur foot masculin est très mauvais en tout cas. Oui, voilà, en foot masculin ils sont pas bons, mais en foot féminin effectivement ils sont bons. Et ensuite on va dire que tu vas rajouter Trinité et Tobago, vu qu'ils sont déjà venus à la Coupe du Monde. Bon, évidemment que l'Espagne va leur foutre des grosses branlées et elle va très vite aller en 8e de finale, ou en 16e de finale, ou en 32e de finale, je sais pas comment ça va marcher leur truc. Et ça va être ridicule. Et ça me fait presque plus de peine justement pour ces pays qui vont y aller pour se faire démonter. Plutôt que d'établir vraiment dans ces pays-là qui c'est qui mérite d'aller au bout. Alors bien sûr que tu as toujours des surprises, l'Islande nous l'a prouvé, etc. Mais l'Islande, ils ont battu l'Angleterre, une Angleterre qui a été quand même archi pourrie dans cet Euro, qui a battu le Pays de Galles, on sait pas comment, et les pauvres Islandais ensuite ils se sont fait démonter par la France. Voilà, je sais pas, je trouve ça quand même très surprenant de vouloir aller aussi loin. Et je vois pas quelles sont les équipes que tu peux rajouter. Je vois quelles équipes tu peux rajouter dans une Coupe du Monde à 40. À 48, ça fait beaucoup. C'est comme quand au championnat de Ligue 1, quand on est passé de 18 à 20, on s'est quand même retrouvé à avoir toujours le dernier qui est archi-dernier de chez archi-dernier, qui gagne à peut-être 3 matchs dans l'année. Et j'ai plein d'exemples comme ça, Boulogne-sur-Mer, Arles-Avignon, Évian-Thonon-Gaillard. Enfin, Évian-Thonon-Gaillard, ils ont réussi à rester pas mal de temps quand même au final. Istres, voilà. Mais j'ai peur que du coup on va se retrouver avec plein de pays comme ça qui vont y aller, qui vont se prendre 3 fois 12-0 et puis après merci bonsoir. Ouais. Après sur les motivations évidemment l'argent. Oui oui. Évidemment, je pense que l'objectif de la FIFA est d'intégrer la Chine le plus rapidement possible. La Chine qui fait des progrès en foot, mais qui part quand même de très très loin. Oui. Et puis un marché de plus d'1 milliard de consommateurs potentiels. Oui. Pour intégrer l'Inde, une Coupe du Monde à 80 ne suffirait pas. Leur niveau en foot, désolé pour les Indiens, mais bon, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de Français qui nous écoutent, je pense pas qu'il y ait d'Indiens qui nous écoutent. Tu sais, attends, François Fillon, des Indiens, tu vas voir le public. Oui. C'est vrai qu'il avait été à la, je sais pas comment il s'appelle, en tout cas l'organisation française des Sikhs, qu'il avait été soutenu par eux, ouais. Enfin soutenu, non, c'est les seuls qui les a. Oui, il a rencontré les Sikhs, François Fillon. C'est complètement dingue. Tu l'avais jamais vu ça? Alors, tu regarderas, il y a une photo du coup où tout le monde s'est foutu de sa gueule. De Fillon qui du coup quand tu es invité chez les Sikhs, bon tu vas évidemment pas porter le même turban qu'eux, étant donné que eux c'est tout simplement leurs cheveux qu'ils laissent pousser et qu'ils mettent dans un turban, mais tu dois porter un bandana. Alors Justin Trudeau avec un bandana, aucun problème. François Fillon avec un bandana et un costard, comment dire, autant dire qu'il avait l'air d'un mec qui essayait de se faire intégrer dans un gang de motards, mais qui en fait était le premier de la classe.
Donc ça faisait très bizarre. Que la fachosphère a dû s'en donner à cœur joie aussi. Oui aussi, mais je conseille à toutes les personnes qui ne l'ont pas vu et donc aussi à toi Adrien de taper sur Google François Fillon bandana et vous allez passer une super soirée. Eh ben, je pensais pas que François Fillon pourrait passer une super soirée. Mais bref, fermons cette parenthèse politique au milieu du foot, du foot. J'avais lu dans Le Monde je sais pas si on peut appeler ça une tribune, enfin un article, en tout cas écrit par un mathématicien français, qui proposait un format de Coupe du Monde à 42, qui était super intéressant. Ouais. En gros, il nous expliquait, alors je l'ai relu pendant que tu parlais, parce que je me souvenais plus exactement de quoi il s'agissait. En fait, il nous dit, il faudrait, on enlève 2 places à chaque confédération. Oui. En considérant que l'Océanie fait partie de l'Asie, désolé pour toi. On enlève 2 places à chaque confédération. Et ensuite, on rajoute donc on prend par exemple l'Europe, au lieu d'avoir, je crois, 13 qualifiés, on aurait 11. Ouais. Et les 4 suivants au classement des qualifications de chaque zone, les 4 suivants au classement joueraient un barrage intercontinental contre une équipe d'une autre confédération. Et ça constituerait un tour supplémentaire, un tour préliminaire avant la Coupe du Monde, ce qui permettrait, et donc ce serait croisé, quoi. L'Europe affronterait un Nord-Américain, un Sud-Américain, un Africain, un Asiatique, et inversement, chaque continent affronterait une fois les 4 autres. D'accord. Ça permettrait à tous les continents d'avoir au moins une représentation minimale et en même temps de pouvoir ajouter une partie en mode mérite sportif, quoi. Ouais. Ah, c'est cool ça. Bon, au final, j'ai presque proposé le truc du mathématicien, ce qui me rend très fort. Ce qui me rend très fier, pardon, vu mon niveau, mon ancien niveau de maths. Mais non, ouais, c'est vrai que c'est pas mal comme projet. Voilà, bon, je pense que effectivement 42, on reste dans ce qu'on disait tout à l'heure, ouais, c'est il y a une limite acceptable. Et je pense que cette limite acceptable, elle s'arrête effectivement là où ce que propose le mec, c'est 42, quoi. Parce que 48, il y a des gens qui vont dire ouais, c'est que 6 pays de plus. Ouais, mais putain, ça fait beaucoup ces pays de plus quand même. Hein. Même si au foot les différences sont pas si énormes. Ouais, quand 48, même. tu commences quand même à taper dans le niveau vachement plus bas, quoi. Je veux dire, on va quand même. Sans faire offense aux pays qui sont entre la 42e et la 48e place du classement FIFA. Il va aller regarder ce que c'est. Non, mais c'est vrai, c'est très bizarre que tu aies. Si tu fais une Coupe du Monde à 42, tu peux toujours la faire pour l'argent. Purement pour des raisons financières, il n'y a pas de souci. Tandis que 48, mon but, tu t'es fait griller de suite que c'est juste pour le pognon. Parce qu'il n'y a rien de réfléchi derrière une Coupe du Monde à 48. Si la Chine est entre la 42e et la 48e place, j'ai pas regardé encore. Hein, c'est officiellement pour l'argent. Non, la Chine n'est pas. La Chine est à quelle position? Non, mais alors, la Chine n'est pas dans le top 50 déjà. Ouais. Alors, les places de la 43 à la 48, ce qui ferait les pays qui participeraient à la Coupe du Monde. Nous avons la Grèce, la Suède, le Ghana, la République tchèque, la Côte d'Ivoire et le Maroc. Ça va encore. Bon, rien de dégueulasse en fait. Non, mais après, il faut pas oublier que. Au-dessus, tu as quand même des sélections dont on se demande ce qu'elles foutent là, notamment l'Irlande du Nord, 35e, la République démocratique du Congo, 37e. Mais non, mais il faut pas oublier que le classement FIFA, il est très bizarre quand même. Oui, le classement FIFA peut être très bizarre. C'est quand tu vois que le champion du monde en titre n'est pas forcément. Enfin, juste après la Coupe du Monde, je veux dire, n'est pas forcément premier du classement FIFA. T'es là, what the fuck? Où tu te poses quand même des questions, ou par exemple tu peux aussi avoir un champion d'Europe qui ne sera même pas dans les 10 premiers. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Pendant que tu disais... Regardez la position de la Chine, effectivement il y a du progrès, même pour arriver dans une Coupe du Monde à 48, il y a des progrès à faire, 86e place. Ah ouais, quand même. Ça pique. Ouais, ça pique, ouais. Non, pendant que tu parlais, j'ai regardé du coup, je suis resté sur la page Océanie, et il y a meilleur joueur océanien de l'année, et ils l'ont quand même attribué 2 fois à Christian 42, quoi. Autant on va dire.
Oui, techniquement, il est océanien, Christian Carambeu, sauf qu'il a joué pour un pays européen, donc c'est un peu cheaté, quoi, les gars. Je veux bien que la Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, devrait être son propre pays. Néanmoins, le mec, il a choisi de jouer pour la France métropolitaine. Donc, au bout d'un moment, c'est pas tout à fait pareil, quoi. Donc, il a été... Oui, c'est sûr. C'est comme si on filait le titre de meilleur joueur africain à un binational qui joue pour l'équipe de France. Oui, voilà, non, mais c'est un peu bizarre. Du coup, Carambeu, effectivement, en 95 et en 98, bon, en 98, effectivement, pourquoi pas. 95, je sais pas. Une bonne discussion possible. A été élu meilleur joueur de l'année. Le dernier, il y en a deux derniers qui ont un peu du sang français, du sang français. Ça dépend comment tu considères la question de. Parle comme un tract du Front National, Nelson. Non, pardon, excuse-moi, je veux dire. Suivant comment tu. Justement, je voulais expliquer que moi, je considère que les territoires dont je vais parler devraient être autonomes, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, il y a Maïrama Veirua qui a été élu meilleur joueur océanien en 2005. Et encore, c'était quand sa carrière n'était pas non plus extraordinaire. Donc c'est après son époque nantaise, vu que c'était quand il était à Nice. Et là, le dernier, c'est Bertrand Caille, qui est donc suivant à qui tu demandes, soit français, soit kanak, et qui joue pour Yengen Sport. Qui ressemble à un club norvégien, ou en tout cas d'Europe du Nord. Eh ben, c'est totalement faux. C'est un club de Kanaki. D'accord. Enfin, je sais pas comment on dit, Yingen ou Yengen Sport. Mais c'est un club de foot néo-calédonien situé à Yingen ou Yingen, je ne sais pas comment je suis censé le prononcer, vu qu'il y a un H entre le G et le E. On apprend plein de choses voilà. avec le football. Bref, bon, tout ça pour dire que la Coupe du Monde à 48, ça pue du cul. C'est tellement bien résumé. Oui, non, c'est ça. Ils ont arrêté de. La page Wikipédia s'arrête en 2012 d'ailleurs, de meilleur joueur océanien de l'année. Je sais pas s'ils ont arrêté ou si c'est juste le mec qui a eu la flemme ensuite de continuer la page Wikipédia. C'est possible aussi. Bon, je pense qu'ils ont dû continuer quand même. Le FC, ça existe toujours et ils doivent. Je regarde la page en anglais du coup pour voir si ça. Ils doivent faire un prix pour ce. Oui, enfin, je veux dire évidemment que tout continent mérite d'avoir meilleur joueur de l'année quand même si parfois ça fait des gros scandales comme on avait vu lors du meilleur joueur africain de l'année où Touré avait dit qu'Aubameyang l'a clairement pas mérité. Et que c'est lui qui aurait dû l'avoir, ou t'es là, mec, t'as quand même un énorme melon pour dire c'est moi qui aurais dû l'avoir et pas lui. Ouais, après vu les lauréats du Ballon d'Or ces dernières années. Oui. Le meilleur joueur africain, c'est pas le seul trophée pour lequel il y a des polémiques et qui est parfois filé à des gens selon des choix discutables. Ah oui, non, mais clair, voilà, on refera un débat là-dessus un jour. On fera comme chaque année un débat sur. Est-ce que le Ballon d'Or, ça pue de la gueule ? Ronaldo mérite-t-il le Ballon d'Or ? Mais c'est fini là, non, l'élection du Ballon d'Or par la FIFA ? C'est terminé ça ? Ils ont un truc qui s'appelle FIFA The Best, je crois, qui est comme le Ballon d'Or. Qu'ils ont donné à Cristiano Ronaldo aussi d'ailleurs. Ouais, mais bon, en même temps, cette année, c'était difficilement contestable. Non. Je veux pas que ce soit lui, putain. Bref, non, pardon. Donc, pour finir, du coup, sur les meilleurs joueurs océaniens, ils n'ont en fait rien remis en 2013 et en 2014. Je me moque pas, je suis désolé, je me moque. C'est cool. Ils l'ont ensuite donné en 2015. Non, mais alors que ce soit clair, on se moque pas de la fédération océanienne. On se moque pas du fait qu'il y ait du foot en Océanie, mais plutôt du fait que leur prix il est bizarre quoi. La fédération océanienne, je sais pas ce qu'ils font. Et ensuite je vois 2015 et après je vois plus rien non plus. Donc je ne comprends pas ce qui se passe. C'est très. J'adore cette émission. On parlait de la Coupe du Monde à 48 et on finit par faire la moitié de la partie foot sur la Confédération océanienne de football. Oui, de toute façon, c'est pas mal. Pas qu'elle est passionnante. Hein. Non, bien sûr. Mais je pense que c'est aussi un signal qu'il faut qu'on arrête l'émission. Mais voilà, du coup, on aura au moins raconté des trucs un peu drôles. Mais après, tu sais, je pense que du coup, ça montre qu'on est un vrai podcast. Parce que quand j'entends la moitié des podcasts, ils partent d'un sujet et après ça part complètement en cacahuète. Et ça n'a plus aucun rapport avec le sujet de base. Donc je me dis, c'est bon. Sur ce point-là, il n'y a pas de souci. Voilà, on est en train de rentrer dans le territoire de vrais podcasts qui racontent n'importe quoi. Le concept qui a été résumé par Two Dudes Talking. Voilà.
Du coup, merci Adrien. Merci Nelson, et bon courage aux Chinois pour remonter les 40 places pendant les 9 prochaines années. Oui, et puis bon, de toute façon, vu la thune qu'ils sont en train de mettre dans le football, peut-être que ça va peut-être booster l'envie des jeunes Chinois à faire du foot. Donc on verra, ça peut. Oui, je pense qu'ils peuvent tout à fait y arriver. Ça peut devenir passionnant du coup, et puis on va. De toute façon, les années à venir vont nous réserver pas mal de surprises en termes footballistiques en tout cas. Et de toute façon, comme j'ai dit, la Coupe du Monde 2026, c'est la prochaine Coupe du Monde que je regarde. Donc voilà. Sur ce, à bientôt. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusque-là, et à bientôt pour un prochain épisode de JPB. Ciao.